Un matin avec Simone Veil, c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui en très bonne compagnie avec deux personnes que j'aime beaucoup. Je vais vous présenter immédiatement Pierre-François Veil. Bonjour, vous êtes le Benjamin des trois fils de Simone Veil. Vous présidez la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Auparavant, vous avez œuvré pour la Fondation Yad Vashem, qui est celle qui instruit les dossiers des justes en France. Annick Cogent, vous êtes grand reporter au Monde. Vous avez notamment consacré un ouvrage, Simone Veil et les siens, un ouvrage publié chez Grasset, où on trouve beaucoup de photos, des photos très émouvantes, donc de Simone Veil et les siens. Vous avez également consacré un roman graphique à cette femme. Vous l'avez souvent rencontrée. Comment était-elle? Quand je pense à Simone Veil, je pense d'abord à son visage. C'est vrai, c'est son visage qui m'apparaît avec ses yeux si clairs, presque transparents, et puis ce sourire qui était nimbé de mystère, ce sourire qui n'était pas joyeux, ce sourire qui était presque comme une concession à la vie, aux usages, à ses proches, ce sourire qui cachait beaucoup de tumulte, de fractures. euh, qui disait beaucoup d'elle en même temps et qui me fascinait. Et puis c'est une allure, c'est une dignité, elle avançait avec effectivement ses yeux clairs et cet air bravache, euh, donnant l'impression qu'elle était très sûre d'elle, alors qu'en fait elle était moins que ça, sans doute, moins qu'il en apparaissait. Mais il y avait cette certitude aussi de connaître sans doute mieux que quiconque ce que cachait l'âme humaine, la nature humaine. Et je l'ai rencontrée d'abord évidemment pour le travail. En 93, elle revenait au gouvernement et moi j'ai arrivé dans le pool des grands portraits au monde et on m'a confié de la mission de faire un grand portrait. À ce moment-là, on faisait vraiment des portraits. On avait eu un mois pour le faire et c'était donc très important. J'étais horriblement intimidée et je le faisais avec ma consoeur Agathe Lejar. Et je pense qu'on a rencontré d'abord une trentaine de personnes pour cerner le personnage avant d'oser demander un rendez-vous. Et elle nous a invités un soir rue de Ségur, avenue de Ségur, dans son ministère. Et on a parlé. Et réellement, une journaliste ne devrait pas dire ça, mais j'étais totalement subjuguée parce qu'elle nous parlait vrai, elle nous parlait franchement, elle n'était absolument pas dans la séduction. Il n'y avait pas ce côté enjôleur qu'ont quelquefois les ministres quand ils veulent se faire connaître et justement qui veulent plaire. Mais on était tellement loin de ça, on était tellement loin des techniques de communication, de j'ai envie de me montrer sur mon bon aspect. Et cette façon qu'elle a eue de nous parler simplement, bah ouais, de son histoire, de la Shoah, bien sûr. Et puis après, de ce qu'elle voulait faire, de cette détermination qu'elle avait. Pourquoi elle revenait au gouvernement, c'était pas nécessaire. Au fond, on pourrait se dire, elle était tellement populaire. Entre-temps, il y avait eu évidemment l'avortement et puis son grand passage si marquant au Parlement européen. Mais elle revenait et elle disait, on lui demandait, mais vous êtes tellement populaire, est-ce que c'était nécessaire? Elle disait, mais et là, c'est Pierre-François qui va pouvoir répondre parce que elle disait, mais justement, cette popularité, mes fils me disaient, tu peux pas la garder pour toi, enfin, comme quelqu'un qui garderait son magot, qui garderait son trésor et qui mourrait avec son trésor sans rien en avoir fait, voilà. Et donc, elle était décidée à apporter effectivement sa contribution et faire la différence, tellement sûre que si quelque chose était fait qui ne lui plaisait pas, eh bien, elle claquerait la porte. Vous lui disiez ça à votre maman, Pierre-François Veil? Bonjour Guillaume Erner, merci de cette émission et merci de me recevoir avec Annick Cogent, pour laquelle, je dois le dire tout de même, maman avait beaucoup d'affection. C'était pas toujours vrai pour l'ensemble des gens qu'elle rencontrait. Elle avait en général de la considération, ou en tout cas elle la manifestait. Mais pour Annick Cogent, elle avait beaucoup d'affection et je tenais à le dire. Oui, c'est vrai que mon père, mes frères et moi, nous disions à maman que le fait d'être, je ne sais pas s'il faut utiliser le mot d'icône, mais le fait d'être une icône devait l'inciter éventuellement à rentrer dans le débat et à dire ce qu'elle pensait, si elle avait quelque chose à dire sur tel ou tel sujet, et non pas simplement à rester comme une jolie potiche installée sur le dessus de la cheminée. Et donc, celle qui était votre maman, comment
était-elle au quotidien? Je sais que vous êtes un homme pudique et que je ne veux pas vous faire violence. Écoutez, au quotidien, elle était comme certainement comme toutes les mères. Alors, tout le monde a évidemment pas la chance de pouvoir venir à une matinale de Guillaume Erner pour parler de sa mère. La plupart du temps, les gens donnent 70 € à un psychanalyste une fois par semaine pour parler de leur mère. Je vous remercie de cette occasion qui m'est donnée. Elle était une mère comme les autres, attentive, s'intéressant à l'éducation de ses enfants. Je dois dire probablement plus aux valeurs morales qu'elle souhaitait nous communiquer qu'à nos résultats scolaires. Et de ce point de vue-là, je ne sais pas si elle a été gâtée du point de vue des valeurs morales, mais pour ce qui est des résultats scolaires, nous ne l'avons pas déçue. On va entendre Simone Veil, comment elle se voyait. C'était au micro de Jacques Chancel dans un Radioscopie. Je crois que je suis sérieuse, avec le manque d'humour que ça comporte, qui est une chose qu'on me reproche dans ma famille. Je crois que je peux pas prendre les choses à moitié. Les petites choses même, j'ai envie qu'elles soient bien faites et qu'elles soient vues au fond. Au fond, j'aurais aimé être une femme superficielle. J'aurais aimé être frivole. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas et j'arrive pas à me désintéresser. Et je n'arrive pas surtout à ne pas me passionner. La voix de Simone Veil, Annick Cogent. Ça me fait rire quand elle dit « J'aurais voulu être une femme frivole ». Je ne sais pas si c'est vrai. J'ai l'impression que c'est presque un jeu de mots parce que non, bien sûr, elle était tellement profonde, elle était grave en effet. Je pense qu'elle aimait rire parce qu'elle avait cette chance d'être entourée d'enfants et d'un mari drôle et en tout cas le mari vraiment plein d'humour et très facétieux. Donc quelquefois peut-être ça pouvait la choquer, mais en tout cas je l'ai vue éclater de rire quand même. Elle parlait de son sourire qui était pas si joyeux et qui était très loin du rire, mais malgré tout, quand ses proches la faisaient rire, elle pouvait se donner. Elle aimait aussi être entourée de femmes. Elle avait des copines. Elle aimait ses après-midi, ses visites de galeries, de cinéma, quelquefois entre filles. Et elle utilisait même l'expression. Donc, elle pouvait de temps en temps quand même céder à une sorte de légèreté, heureusement. Justement, on a retrouvé une archive où elle explique la nécessité de rire. C'était au micro de Kathleen Evin. Cette apparence que nous donnons, d'être complètement dans la vie normale, et même peut-être d'avoir un peu plus de vitalité. Je dirais que chaque fois entre anciens déportés, nous nous rencontrons, les gens sont étonnés parce qu'on raconte des histoires absolument horribles, en riant, et on a à la fois besoin de le prendre en caricature, de dénoncer pour pouvoir supporter certains souvenirs, mais aussi parce que, au fond, nous avons toujours l'impression d'être en survie, que nous avons une grande vitalité. Mais si nous nous retrouvons entre nous, se crée un monde clos, où on se comprend par une allusion, par gestes tout à fait anodins. Vous parliez du tatouage. J'ai toujours le mien, on ne le voit presque pas, mais que les camarades voient, ils vous disent « Ah ben j'ai un numéro très proche du tien, on devait être dans le même convoi, le convoi d'après ». Et puis surtout une façon de percevoir la vie qui fait que beaucoup de choses qui paraissent si importantes aux autres ne nous apparaissent pas. La voix de Simone Veil. Et si j'ai décidé de consacrer ces matins à Simone Veil, c'est en raison de la publication d'un inédit pour les générations futures aux éditions Albin Michel. Et j'ai demandé à une merveilleuse comédienne, Sophie Carité, qui fait un spectacle actuellement au studio Hébertot à Paris, dans le 17e arrondissement, du 5 novembre au 15 janvier. Je lui ai demandé de lire des extraits de ce discours pour les générations futures. Voici un extrait. Nous étions un petit nombre et nous nous demandions où étaient tous ceux qui étaient arrivés dans le même train et qui avaient disparu. Notamment, en dehors des hommes systématiquement séparés, toutes celles qui avaient de jeunes enfants ou des parents d'un certain âge. Quand je dis « d'un certain âge », c'était aussi des femmes de 40 ans qui en paraissaient un peu plus ou qui, fatiguées, avaient choisi de monter dans les camions. C'était un cas assez fréquent.
Nous commencions donc à nous inquiéter de leur sort, mais c'est lorsqu'on nous a rasés, qu'on nous a coupé les cheveux, qu'on nous a tatoués. C'est à ce moment-là que, nus et tatoués, nous sommes devenus vraiment inquiètes. Nous avons demandé à celles qui étaient préposées à ce genre d'activité ce qu'étaient devenus les absents. Et très rapidement, on nous dit « Ne vous inquiétez pas, parce que de toute façon, regardez. » On désignait une petite fenêtre dans un coin. « Vous voyez la fumée ? Eh bien, voilà, c'est terminé. Ils ont été gazés. La fumée que vous voyez, ce sont déjà ceux qui ne sont plus là. » Un extrait de Pour les générations futures, lu donc par cette comédienne Sophie Carité. C'est compliqué, Annick Cogent, de reprendre la parole après ces mots. C'est une expérience de la déportation que Simone Veil a voulu partager, qu'elle a partagé avec vous. Oui, qu'elle partageait très bien. C'est important qu'elle parle de ça et elle le faisait toujours avec gravité, avec douleur, avec responsabilité parce que c'était tellement important de témoigner. Elle pensait que c'était une de ses missions sans doute de le faire. Alors elle a toujours dit que les déportés avaient toujours voulu parler au sortir de la guerre. Évidemment, simplement on pouvait pas les entendre. On n'y arrivait pas, on n'avait pas envie pour certains, mais très clairement, c'était trop difficile, y compris pour les très proches, y compris pour les familles. Elle savait que c'était douloureux. Et puis, il y avait ceux aussi qui demandaient des détails sordides, qui l'horrifiaient, et puis ceux qui détournaient la tête. Donc, finalement, beaucoup de déportés se sont tus. Et ça n'est que petit à petit que, finalement, ils ont pu parler, on les a entendus, et est advenu ce qu'Annette Wierworka appelle l'ère du témoin. Mais pour elle, c'était fondamental de le faire et d'inciter les autres d'ailleurs à le faire. De le faire en public et en famille. Simone Veil au micro de Philippe Bertrand. Je crois qu'il faut leur en parler en même temps. Il ne faut pas le leur imposer. Moi, je vois sur mes 3 fils, le plus jeune a toujours été beaucoup plus intéressé, m'a posé beaucoup plus de questions et a été plus intéressé sûrement. Il y en a un qui, lui, alors, affectivement, on le supportait très mal. Il m'a toujours dit que même si nous organisions un voyage à Auschwitz, il n'irait pas, il ne le supporterait pas. Et je crois que ce sont des choses qui sont... l'affectivité se manifeste différemment. Et puis surtout, ils appartiennent à une génération où, en famille ou en ami, moi je vois, j'ai une de mes belles-sœurs, une sœur de mon mari qui a été déportée. Son mari est comme le mien, il ne supporte pas. Et chaque fois que nous en parlions, il y avait toujours quelqu'un pour nous couper la parole. Et mes beaux-parents, donc c'était leur fille, supportaient très mal qu'on en parle aussi. Je crois que pour les proches, c'est souvent très pénible. Mais alors maintenant, pour les nouvelles générations, comme c'est devenu quelque chose de plus intégré dans la vie française, ils le supportent mieux. La voix de Simone Veil, votre maman Pierre-François Veil, vous êtes le benjamin de ses fils. Vous avez consacré une bonne partie de votre vie à la mémoire de la Shoah, puisque vous présidez la Fondation pour la mémoire de la Shoah. On sait à quel point cette parole n'a pas été entendue immédiatement, et donc c'est à la fois au fils de Simone Veil, mais aussi au président de la Fondation de la Shoah que je m'adresse. Je crois que c'est dans la conférence qu'elle avait donnée à l'ENS, dont est tiré l'ouvrage pour lequel vous avez voulu nous réunir, que maman raconte que dans les années 80, un jour où elle parlait précisément de la Shoah, elle s'étonnait du temps qu'il avait fallu pour pouvoir en parler. Un rabbin lui avait dit « Mais vous savez, il faut 40 ans, comme il a fallu 40 ans d'errance dans le désert pour arriver à la terre d'Israël, après la sortie d'Égypte. Et ce 40 ans, c'est pas un hasard, c'est le passage de 2 générations. Il faut du temps pour pouvoir parler des choses. Et effectivement, comme maman l'exprime très bien dans le passage que vous avez que vous avez bien voulu reproduire, quand elle dit que personne ne voulait entendre, il ne faut pas seulement entendre que la société française ne voulait pas entendre. Oui, c'est vrai, la société française ne voulait pas entendre. Mais les proches aussi ne voulaient pas entendre. Les familles ne voulaient pas entendre. Il faut comprendre que c'était, en réalité, pour eux, insupportable. Il faut comprendre ce que ça peut être que pour des parents qui,
par le hasard de la vie, n'ont pas été arrêtés, que de devoir se confronter après le retour des camps à des enfants qui, eux, ont été arrêtés et ont survécu. C'est insupportable, c'est une culpabilité épouvantable. Et tout le monde était pris dans ces relations. Et puis, et maman le dit aussi dans d'autres interventions, pour survivre, simplement pour survivre, il fallait regarder devant. Alors, quand les anciens déportés se retrouvaient entre eux, et ça m'est arrivé d'assister à de telles réunions, soit de petits groupes, soit de groupes plus importants, effectivement, ils en parlaient, mais sinon, c'était très difficile. On va écouter la voix de Simone Veil. On regrette toujours quelque chose. On a quelquefois envie de se dire qu'on aurait envie d'avoir une vie totalement différente, oui. La voix de Simone Veil pour les générations futures. C'est ce livre inédit publié aux éditions Albin Michel, Simone Veil et les siens chez Grasset. C'est le livre que vous avez préfacé. Annick Cogent, on se retrouve avec vous, Pierre-François Veil, dans une vingtaine de minutes. On évoquera son engagement politique, sa relation aussi aux questions plus générales du monde, la manière dont elle a découvert Israël et ce qu'elle pensait de la condition juive. 8 heures sur France Culture. Ce que j'ai appris le plus, c'est que quand c'était indispensable, j'avais plus de sang-froid que je ne le croyais. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Un matin avec Simone Veil, c'est ce que nous vous proposons depuis 6h30 aujourd'hui, à l'occasion de la parution d'un inédit pour les générations futures. C'est aux éditions Albin Michel. Nous sommes en compagnie du grand reporter au Monde, Annick Cogent. On vous doit notamment un roman graphique, Simone Veil, ou La force d'une femme, aux éditions Steinkiss, et de Pierre-François Veil, président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. On vient d'entendre Pierre-François Veil, le billet politique. Comment votre maman envisageait-elle la politique ? D'abord, je voudrais dire que maman a bien connu Michel Barnier, puisque ils ont été ensemble au gouvernement entre 1993 et 1995, et que j'ai moi-même le souvenir d'un voyage où maman et Michel Barnier accompagnaient Jacques Chirac dans un voyage en Pologne, dans un voyage commémoratif à Auschwitz-Birkenau. Comment est-ce que maman envisageait la politique ? Ça m'a fait sourire quand vous avez passé ce moment de parole où elle dit que c'est lorsque les moments sont tendus et difficiles qu'elle sait garder son sang-froid. Je pense que ça devrait inspirer beaucoup de nos parlementaires avant qu'ils prennent la parole aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui, de ce qu'on entend partout, de ce que tout le monde pense, de tout ce que tout le monde ressent, devient un champ de foire plutôt que le temple de la démocratie qu'il devrait être. Cela conduit à s'inquiéter tout de même. On peut en sourire, mais il faut aussi s'en inquiéter, parce que j'entendais l'autre jour, sur une chaîne concurrente, je vous prie de m'en excuser, un sondage récemment paru dans Le Parisien, indiquant, je crois, qu'entre un quart et un tiers des Français pensaient que la démocratie n'est pas le meilleur des régimes. Ils devraient... tous ces gens se souvenir de ce que disait Winston Churchill. La démocratie est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Ils devraient se souvenir que quand il n'y a pas de démocratie, il y a dans nos sociétés une disparition de la liberté, une disparition de l'individu et une mise en place d'une dictature. Il faut toujours s'en souvenir. Et je crois que, pour revenir aux positions de maman, c'était quelque chose qui, pour elle, était absolument fondamental. D'abord, préserver le débat. Et le débat, pourquoi ? Parce que c'est la liberté pour chacun, c'est la manifestation de la liberté pour chacun de s'exprimer et de vivre.
On va entendre Simone Veil évoquer la manière dont elle envisageait la politique. Par exemple, quel pouvoir dispose-t-on lorsqu'on est dans un ministère ? À la tête d'un ministère, on n'est pas un personnage historique. En revanche, je crois qu'on n'est pas un personnage historique, mais qu'on a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le dit. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai eu pendant 5 ans dans mon ministère. Je ne pense pas aux lois que j'ai fait voter, mais je pense à la gestion qu'on a d'un ministère. Je crois qu'il n'est pas du tout indifférent que ce soit telle ou telle personne. Et je crois que c'est une facilité de dire qu'on ne peut rien faire contre l'administration. Je crois qu'en réalité, c'est parce que très souvent on y renonce, que l'administration est une espèce d'alibi pour le non-faire, que notamment quand on parle du ministère des Finances qui ne vous laisse rien faire, c'est aussi parce que quelquefois on est très content que le ministère des Finances assume les responsabilités qu'on ne veut pas assumer soi-même. Alors c'est vrai que c'est long, que c'est difficile, que c'est plus compliqué qu'on pense, mais qu'un ministre qui veut agir, vraiment peut agir. La voix de Simone Veil en 1988. Annick Cogent, vous avez vu beaucoup de politique, vous avez beaucoup vu aussi Simone Veil. La femme politique, comment se distinguait-elle des autres ? Moi, je trouve qu'elle écoutait beaucoup les autres. C'est ça qui était intéressant. J'avais pas l'impression de rencontrer une politicienne du tout. D'abord, elle n'était pas encartée et que ça l'intéressait pas. Et que c'était assez fascinant. Quelquefois, elle disait d'ailleurs, je me laisse presque trop facilement convaincre par les autres. Parce qu'elle écoutait vraiment l'argument du camp d'en face, si on peut dire. Et puis qu'elle ne voyait pas les gens avec les étiquettes qu'ils avaient peut-être sur le front. Je me rappelle de la façon dont elle a travaillé avec Gisèle Halimi, par exemple, pour l'avortement. Elle l'écoutait vraiment et c'était une femme de gauche et elle se parlait, elle s'entendait. Et ça, c'était réellement formidable. Et peu importe que Gisèle Halimi, effectivement, avait des positions difficiles et était de l'autre côté. Pas Mais du tout. justement, elle était Il y avait- de l'autre côté, Gisèle Halimi. Je veux dire, Oui. est-ce que le fait pour Simone Veil d'être de droite, c'était quelque chose qui faisait sens ? C'était... Je pense que Gisèle Halimi la voyait pas spécialement comme ça. Elle la voyait comme une femme qui avait envie de faire des choses pour aider les autres femmes. Et c'était vraiment la question de l'avortement à ce moment-là. Mais il y a eu tellement d'autres questions dont elle s'est occupée. Elle a beaucoup travaillé pour les enfants. Elle a beaucoup travaillé pour la libération des femmes. Elle a travaillé sur le divorce. Elle a travaillé sur l'adoption. Il y a eu beaucoup de lois et de textes sur lesquels elle a travaillé. Justement, on va l'entendre évoquer sa manière d'envisager son travail pour les femmes. Pour en revenir au problème de féminisme, antiféminisme et de l'attitude de la femme qui prend conscience, peut-être avant l'homme actuellement, de cette évolution de la société, alors qu'on dit que la femme a toujours été, sur le plan politique, en fait, plus conservatrice que l'homme, plus attachée à certaines traditions. Au contraire, j'ai le sentiment qu'en ce moment, elle est beaucoup plus sensible que les hommes à certaines mutations de la société, et parce qu'il s'est ajouté la prise de conscience de ce que la femme, du fait de son sexe, était en quelque sorte tenue en marge, et que dans la mesure où les jeunes ont fait maintenant des études semblables à celles des jeunes gens, des garçons, où elles aspirent à une situation, non pas une égalité, mais à une situation qui donne les mêmes droits, quand elles prennent conscience que ça n'est pas vrai, elles ajoutent à leur contestation, à leur revendication, la contestation purement féminine. Et je crois qu'en fait, l'évolution psychologique, l'évolution d'un certain nombre de choses leur montrera que si elles veulent avoir en fait les mêmes résultats, elles devront lutter beaucoup plus. La voix de Simone Veil, Annick Cogent. Oui, c'est toujours frappant quand elle parle des femmes parce qu'elle en parle très très bien. Elle est très très juste, très profonde. Elle se sentait une vraie solidarité, c'est vrai, avec les femmes. Elle se sentait plus en sécurité, même disait-elle, avec les femmes, s'interrogeant sur est-ce que ça venait peut-être de son expérience de la déportation, où elle avait vu peut-être plus de solidarité malgré tout dans les camps entre femmes. Et puis elle avait le sentiment qu'effectivement, alors je ne sais pas si c'est une nature féminine, c'était un grand débat, est-ce qu'il y a une nature féminine, mais elle disait qu'elle avait la certitude peut-être qu'elle partageait quand même des valeurs un peu différentes. Est-ce que c'était à cause de ces siècles peut-être d'oppression et de difficultés qu'elles avaient dû surmonter ensemble, mais en tout cas qu'elles avaient sans doute une autre façon d'appréhender le pouvoir et sans doute d'appréhender la politique. Et je trouve moi en tout cas que parmi les personnages politiques que j'ai pu observer, elles faisaient une différence par cette indépendance d'esprit et cette ouverture à l'autre. On va entendre aussi une autre Simone Veil, celle qui évoque des aspects plus intimes, la question du bonheur, une question posée par Jean d'Ormesson. Alors, je vais vous demander quelque chose, puisque je suis en face de vous. Est-ce que vous êtes tout à fait heureuse ?
je ressens tout à fait, même si ça ne doit pas se dérouler comme ça, je me sens tout à fait cette période de ma vie comme une parenthèse. J'ai tout à fait le sentiment que dans 1 mois ou dans 2 mois, je me retrouverai comme magistrat à la cour d'appel ou au tribunal de Paris et qu'il y aura eu cette parenthèse qui aura été intéressante. Mais pour l'instant, je n'imagine pas du tout ma vie ayant pris un tournant et devant devenir une vie politique. Simone Veil envisageant donc sa période d'engagement politique comme une parenthèse, Pierre-François Veil. Oui, j'imagine que cet extrait que vous venez de passer doit dater de 1974, enfin du tout début de la prise de fonction, de l'intervention politique de maman. Oui, quand elle est nommée au gouvernement, au premier gouvernement de Jacques Chirac en 1974, juste après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing à la présidence de la République, elle pense que ça va durer l'espace d'un instant. Elle pense qu'elle va faire dire une grosse bêtise et qu'elle quittera le gouvernement. C'est pas à elle qu'est arrivée cette mésaventure, c'est à Jean-Jacques Servan-Schreiber, et elle a eu le parcours que l'on connaît. Mais comme le disait Annick Cogent, la particularité de maman dans le monde politique, c'est de ne pas être encartée. Ce qui lui donne évidemment une grande liberté, une liberté d'écoute effectivement de ce que les gens peuvent avoir à dire, même si ils sont d'un autre bord, d'un autre côté, d'une autre pensée, et de venir à trouver des solutions pour des problèmes qui sont parfois très, très difficiles à régler. Je voudrais dire un mot sur la dépénalisation, comme vous l'avez dit, Guillaume Erner, au début de votre émission tout à l'heure, la dépénalisation de l'avortement. On a souvent pensé que ça faisait de maman une militante féministe. Gisèle Halimi était une militante féministe. Maman n'était pas une militante. D'abord, maman n'aimait pas beaucoup le militantisme. Et même si elle pensait, tous les extraits que vous avez passés le montrent, enfin, il n'y a pas de sujet là-dessus, que effectivement, les femmes devaient avoir leur place, comme les hommes dans notre société, elle n'était pas une militante. Et si vous réécoutez le discours qu'elle prononce le 26 novembre 1974 à l'Assemblée nationale, elle commence par dire que l'avortement est un drame et sera toujours un drame. Et qu'il faut donner aux femmes la possibilité de sortir de ce drame. Et c'est cela qui compte pour elle, beaucoup plus que d'affirmer un droit qui ferait avancer la cause d'un militantisme. C'est d'abord la liberté individuelle et le choix individuel de chacun. Annick Cogent. Oui, c'est vrai, mais de la façon dont elle avait défendu cette loi sur l'avortement, il y avait aussi beaucoup de pragmatisme. Elle savait qu'il fallait qu'elle réussisse à convaincre cette petite portion de gens de droite qui n'étaient pas pour et qui quand même devaient se rallier, puisque l'ensemble de la gauche était quand même pour ce droit à l'avortement. Donc elle avait joué avec un pragmatisme et une subtilité qui avait été formidable, puisqu'elle avait vraiment réussi. Et sans doute était-elle la seule au gouvernement qui aurait réussi à faire ça et à défendre, avait trouvé les bons arguments. Et c'est vrai qu'elle a toujours parlé de détresse de l'avortement, mais je pense qu'elle a évolué petit à petit dans son féminisme, et que 20 ans après, elle avait des positions sans doute, j'allais pas dire radicales, ce serait très exagéré, mais sans doute une affirmation plus forte sans doute de son féminisme. Vous avez raison. Vous avez raison, parce que ça s'est manifesté... Alors, d'abord, pour revenir à l'IVG, je voudrais dire aussi qu'effectivement, elle traitait d'abord un problème de santé publique. Personne ne doit oublier qu'il y avait en France 350 000 ou 400 000 avortements clandestins par an. C'était un truc épouvantable, avec des morts, des mutilations, des choses épouvantables. Vous avez certainement raison sur son féminisme, car je me souviens des positions qu'elle avait été amenée à prendre à un moment donné sur la question des quotas, la parité et la question des quotas de femmes dans
les partis politiques, dans les assemblées, dans les conseils d'administration peut-être, enfin la question ne s'était pas posée à l'époque, et elle expliquait que pendant très longtemps, il y avait été par principe opposée, et que par pragmatisme, effectivement, elle pensait que pour faire évoluer les choses, pour débloquer un système, il fallait, le cas échéant, à un moment donné, revenir sur cette question, sur une position de principe, et accepter que les quotas étaient le moyen de faire bouger les systèmes. Elle était, et vous avez raison, extraordinaire, d'abord pragmatique pour aboutir à des résultats. Ces matins, Simone Veil, ce qui a donné naissance à cette idée, c'est ce livre pour les générations futures, publié aux éditions Albin Michel. C'est le texte d'une conférence avec également une conversation avec des étudiants de l'ENS. Et dans ce livre, il y a une étudiante qui pose la question suivante à Simone Veil. Vous avez évoqué, lui dit-elle tout à l'heure, les gens qui nient la spécificité de la Shoah ou qui prétendent qu'on en parle trop au détriment d'autres génocides. Or, quand je me retrouve face à eux, je ne sais pas forcément comment leur répondre. Je me sens un peu démuni devant ceux qui affirment qu'on parle trop des Juifs. On va écouter la réponse de Simone Veil, réponse lue par une comédienne, Sophie Carité, qui est à l'affiche de la pièce Simone en aparté au studio Hébertot à Paris du 5 novembre au 15 janvier. Je crois malheureusement que l'antisémitisme laissera toujours des séquelles, qu'elles sont longues à passer et que l'on ne fait probablement pas toujours ce qu'il faudrait. Je dirais que le négationnisme est autre chose, qu'il est, pour une part, fondé sur l'antisémitisme, mais qu'il est aussi une posture. C'est une façon de dire comme ça on n'en parle pas, il nous embête, etc. En réalité, on trouve bien peu d'historiens, quel que soit leur pays, pour soutenir le négationnisme. En revanche, on doit compter avec celui d'Internet, qui est un négationnisme politique. On a bien inventé les protocoles des sages de Sion. On peut toujours raconter ce qu'on veut, c'est de très bonne guerre, personne n'ira vérifier. Il existe un public isolé, peu cultivé, ne sachant parfois même pas lire, qui prend ces inventions pour argent comptant. Cette propagande aura cours aussi longtemps que nous connaîtrons des conflits, quels qu'ils soient. Je ne pense pas seulement au Moyen-Orient, mais à des conflits violents entre religions, dont certaines utiliseront ce genre d'arguments. C'est à nous de savoir y répondre. Annick Cogent, une réaction à ces propos de Simone Veil, lus par Sophie Carité. Oui, et bien lu d'ailleurs, parce qu'on entend un peu les intonations de Simone Veil. Je trouve que c'est admirable. Je pense que elle a accordé une importance énorme à l'histoire et au travail des historiens. Elle le dit d'ailleurs dans ce livre, et c'est très intéressant. Elle sait très bien que il y aura toujours des négationnistes. Elle était pleinement consciente que l'antisémitisme ne serait pas éradiqué comme ça, et on le voit actuellement. Et c'est profondément désolant de voir qu'il y a presque une resurgence de l'antisémitisme, d'où l'importance de l'histoire, d'où l'importance de creuser. Ce qui me frappe, c'est quand elle répond aussi que parfois, les témoignages, effectivement, peuvent se contredire, manquer un peu de justesse ou exagérer. Et très vite, elle dit, mais il faut justement que les historiens travaillent pour qu'on soit d'une rigueur implacable et que ce soit appris à l'école et que l'éducation est absolument fondamentale. Qu'est-ce qu'on fait de la Shoah ? Il faut bien en faire quelque chose, il faut bien que ça serve. Alors, elle était absolument pas naïve, le plus jamais ça, sans doute, n'existe pas. Et si seulement ça pouvait nous empêcher les autres génocides, elle était pleinement consciente que ça avait recommencé. C'est pour ça qu'elle était attentive à l'éducation, à la transmission, au respect des historiens, pas au devoir de mémoire, mais au travail de mémoire, et puis évidemment à l'éducation des générations futures. Pierre-François Veil. Maman répondait à une question qui était de savoir si, au fond, la Shoah faisait disparaître tous les autres génocides et interdisait de parler des autres. Alors, sur ce sujet, je voudrais insister sur le fait qu'il y a deux institutions dans le monde qui s'intéressent un petit peu sérieusement au génocide qui s'est produit au Rwanda en 1994. C'est d'une part l'Institut Yad Vashem en Israël, et d'autre part la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui a été créée en 2000 et que j'ai
l'honneur aujourd'hui de présider. Ce sont les 2 seules institutions dans le monde qui parlent de ce qui s'est passé au Rwanda. Plus personne n'en parle, tout le monde a oublié, ça n'intéresse personne. J'ai été extraordinairement frappé, j'étais au début de cette année invité par des organisations rwandaises qui commémoraient le 30e anniversaire, si je puis dire, si je peux utiliser ce mot, de cette année 1994 et de ce drame épouvantable qui s'est produit au Rwanda. Il n'y avait absolument personne, il n'y avait que la Fondation de la Mémoire, et il n'y a que la Fondation de la Mémoire de la Shoah qui soutiennent les efforts qui sont faits précisément pour essayer de faire vivre cette mémoire, de ranimer, de raconter, de savoir ce qui s'est passé au Rwanda. Alors, non, la Shoah a une unicité, c'est qu'elle se produit en Europe, dans une Europe démocratique. C'est cela qu'il ne faut pas oublier, et c'est effectivement le témoignage que maman racontait tout à l'heure, pardon d'être un peu long, le témoignage de maman tout à l'heure, d'une chose qui n'a jamais existé nulle part, à aucun moment, qui est que des gens pouvaient montrer à d'autres gens ce qu'était devenu leur famille, arrivés avec eux dans des wagons plombés 1 heure avant, ils partaient par la cheminée. On écoute Simone Veil répondre à la question « Est-ce qu'en vieillissant, les blessures ou la douleur s'apaisent ?» Non, je suis encore plus en colère pour certaines choses. Je suis plus en colère parce que justement, cette banalisation m'inquiète beaucoup. Cette confusion, ça m'énerve. Je reste trop meurtrie, pas par rapport à ma famille, par rapport à ce que j'ai vu. Enfin, non, je ne peux pas. Alors, c'est pas une question de pardon, parce que de toute façon, les Allemands qui sont là maintenant, c'est pas eux n'y sont pour rien. Mais c'est le fait. Le fait, c'est à nous de le rappeler. Moi, j'ai longtemps dit, moi, sur mon lit de mort, je crois que c'est à ça que je penserais. Pas à mes parents ni rien. Au fait lui-même. Au bébé. 1,5 million d'enfants comme ça. Quand je vois mes petits-enfants, je pense à ça. Je leur dis jamais, naturellement. Merci à tous les 2. C'était évidemment la voix de Simone Veil. Simone Veil et les siens, c'est le livre que vous avez préfacé aux éditions Grasset, Annick Cogent. Simone Veil pour les générations futures, c'est ce discours aux éditions Albin Michel. Merci Pierre-François Veil de nous avoir accompagnés. Merci à Sophie Carité, dont le spectacle Simone Veil, une femme libre, est destiné notamment au collège, au lycée, aux bibliothèques. Et puis Simone en aparté, ce spectacle proposé au théâtre Hébertot à Paris dans le 17e à partir du 5 novembre. S'il ne fallait dire qu'un seul mot dans une vie, Simone Veil, ce serait lequel ? S'intéresser aux gens, à tous. Mais oui, j'ai une grande disponibilité, je crois, pour les gens. Et pas seulement pour les gens, mais pour les choses. Vraiment parce que j'aime la vie. Les gens m'intéressent, tout m'intéresse, en définitive. Je crois que, alors, quand ils vous intéressent, on les aime forcément. Et c'est vrai pour les gens, mais c'est vrai aussi pour les choses. J'aime la peinture, beaucoup. J'aime aller dans des expositions. J'aime beaucoup lire et beaucoup de choses. J'aime beaucoup le cinéma. Je suis très gourmande. Enfin, je crois que j'ai une faculté, une disponibilité pour la vie et surtout pour les gens très grands. Alors je retiens un mot, vous êtes gourmande. C'est un beau mot. Merci Simone Veil.